Bonjour à toutes et à tous, et j'en profite aussi pour dire bonjour aux personnes qui nous suivent en ligne depuis ce matin. Bienvenue à cette 4e table ronde, si je ne me trompe pas, de la journée, et nous allons parler de l'inclusion sociale par le numérique. Le développement du numérique et des nouvelles technologies dans notre quotidien s'accompagne de l'émergence de nouveaux termes. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Fracture numérique, illectronisme, illettrisme numérique, autant de termes reflétant une forme d'exclusion d'un groupe de personnes à l'accès aux outils numériques, à la formation aux usages de ces outils et à la capacité à être sensible à ces usages. Le numérique pourrait ainsi venir creuser des inégalités sociales déjà existantes. D'ailleurs, la Commission européenne propose dès 2005 une définition résolument sociale de l'inclusion numérique. Je cite : « L'e-inclusion n'est rien d'autre que l'inclusion sociale et économique dans une société de la connaissance. » Dès lors, considérant que la tech peut être un facteur d'exclusion d'une partie de la population, le terme social tech ne serait-il pas une antinomie ? Une social tech, d'ailleurs, est-elle sociale par nature ? Comment concilier, avec ce qu'on a dit jusqu'à présent, comment concilier des interactions humaines qui sont primordiales dans les modèles économiques des startups ou des initiatives qui s'intéressent à la social tech avec le terme de scalabilité ? C'est donc tout un programme. Les 3 intervenants de cette table ronde participent activement à la construction de produits et solutions technologiques au service d'une meilleure inclusion sociale. Marie, tu es cofondatrice et co-directrice de Sherit, avec un background en gestion de projets digitaux, notamment chez Sarenza, et depuis 4 ans auprès d'organisations à impact. Tu as pour mission, avec les équipes de Sherit, de permettre aux entrepreneurs sociaux de bénéficier mieux et plus vite des bienfaits de la tech. D'ailleurs, depuis 2018, Sherit a accompagné gratuitement plus de 60 associations. Claire, après avoir débuté dans les médias à Radio France, tu participes en 2016 à la création de l'association Entourage. Cette association veut mettre la technologie au service des plus vulnérables. En 6 ans, l'association mobilise une communauté de 160 000 citoyens autour d'une app et d'événements et lance le projet Linked Out pour retrouver un job aux exclus qui n'ont pas de réseau professionnel. Tu es aujourd'hui vice-présidente et membre du conseil d'administration de l'association. Et Jean-Christophe, tu es directeur général adjoint de Connexio depuis 2 ans et spécialiste des questions financières et du développement des entreprises. Avec tes équipes, tu accompagnes les montées en compétences sur le numérique et la transformation des métiers afin de créer des opportunités professionnelles pour toutes et tous. En 5 ans, Connexion a formé plus de 4000 personnes, dont plus de 70% ont trouvé ou retrouvé un travail dans les 6 mois suivant la fin de leur formation. Pour débuter cette table ronde, j'aimerais poser une première question à chacune et chacun d'entre vous. En réalité, 3 questions, mais on va dire une. L'humain étant au cœur de vos préoccupations entrepreneuriales associatives, comment décririez-vous votre approche d'engagement des publics que vous ciblez ? Et je commence par toi, Claire. Pourrais-tu nous en dire plus sur les particularités de ton modèle au sein d'Entourage, notamment par rapport au public que tu vises ? Alors bien sûr, avec plaisir. La particularité du coup d'Entourage, c'est notre public effectivement qui est peu commun, parce que nous on veut mettre cette tech au service de l'humain et des humains les plus vulnérables, qui sont les personnes sans domicile, les personnes SDF qu'on voit tous les jours dans nos rues et sur nos trottoirs. Et en fait, quand on s'est créé, on s'est dit, ce qu'on veut, c'est que les citoyens comme vous et moi ne se sentent plus jamais impuissants quand ils croisent quelqu'un ou détournent le regard ou ne sachent pas quoi faire à part donner une pièce de 2 € de temps en temps. Et on s'est dit, la meilleure façon de ne pas se sentir démunis, justement, par rapport aux personnes démunies, c'est d'être équipé, c'est d'être outillé dans la poche, d'avoir ce smartphone qu'on a tout le temps sur nous et que d'un coup, ils nous permettent de nous connecter à d'autres gens. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on s'est créé, on ne s'est pas dit qu'on allait être une social tech dès le départ. Enfin, d'ailleurs, on a un peu de mal à définir ce que c'est une vraie social tech. Mais on s'est dit ce qu'on veut, c'est avoir une tech résolument positive, pas une tech qui isole, qui rend accro, qui creuse les inégalités, mais une tech qui est utilisée pour faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire connecter des gens qui ont des centres d'intérêt ensemble, permettre le passage à l'action, passer à l'échelle. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, on va faire une application mobile, un peu comme un Facebook de la solidarité, qui permet aux voisins d'agir dans le quartier. Et donc c'est marrant parce qu'au début on s'est dit on va mobiliser les riverains qui eux-mêmes ensuite iront voir les personnes SDF, noueront du lien avec eux et puis remonteront leurs besoins. On avait du coup une approche assez grand public. Et puis très rapidement on s'est rendu compte, on a notamment fait une campagne dans le métro de communication. Du coup il y a des personnes SDF qui ont été exposées à nos campagnes et on s'est vite rendu compte qu'il y a des personnes SDF qui téléchargeaient l'application et qui commençaient à prendre la parole pour elles-mêmes en disant voilà de quoi j'ai besoin. Et c'est intéressant, ça a d'ailleurs confirmé notre intuition
qui était de dire ce dont on souffre le plus quand on est dans la rue. Il y a évidemment le froid à la faim qui sont atroces, mais il y a aussi l'isolement, le fait d'être invisible pour les gens. Et les actions postées par les personnes en précarité nous confirmaient ça, en disant voilà, moi j'ai besoin qu'on vienne me parler, parce que c'est mon anniversaire, j'ai besoin de passer un coup de fil. Et bon, il y a aussi, j'ai besoin de chaussures de temps en temps, mais un vrai besoin de lien social. Donc ça nous a forcé à faire évoluer les fonctionnalités de l'app et à l'élargir en disant, avant on avait un public qui était les citoyens, maintenant on a, les SDF sont des citoyens évidemment aussi, mais donc on a les inclus et les exclus qui doivent cohabiter sur cette app et arriver à se parler, à se répondre. Donc ça élargit un peu le spectre. Et puis toujours en partant du terrain et de ce qu'on constatait, les personnes de la rue nous ont dit, vous avez réussi à nous recapitaliser d'un réseau social qu'on n'avait pas, de liens sociaux. Mais on veut aller plus loin, on veut se rendre utile, on veut retrouver un job. Et c'est comme ça qu'on a créé du coup Linked Out, qui est un peu la deuxième jambe, donc un clin d'œil à LinkedIn, vous l'aurez compris, qui est le réseau professionnel des exclus, et qui du coup reprend ces ingrédients de mobilisation citoyenne et de technologie positive utilisée pour ce qu'elle sait faire de mieux. Donc en fait, on les aide à créer leur CV en ligne, un CV volontairement très humain. Ensuite, on compte sur la viralité, le partage massif de ces CV sur les réseaux de nous, les inclus, donc sur nos LinkedIn. Après des dizaines de milliers de partages, on a réussi à remettre à l'emploi 138 personnes grâce à cette technologie virtuelle, mais qui a un impact hyper réel, quoi. Et c'est une technologie qui s'efface au moment de la vraie rencontre humaine, au moment de la conversion à la vraie action humaine, quoi. Toute la spécificité d'une social tech. Et Jean-Christophe, ta priorité chez Connexio, il me semble, c'est aussi par rapport à l'engagement du public particulier que vous visez, c'est notamment de viser des bénéficiaires hors radar. Et ça m'intéressait de savoir comment est-ce que vous y prenez chez Connexio pour atteindre ces bénéficiaires. Alors, pour atteindre les gens hors radar, comme tu le disais, en fait, c'est un vrai écosystème. Enfin, on dit souvent l'ESS, ça fonctionne en réseau. Oui, l'ESS fonctionne en réseau et Connexio fait partie d'un réseau dans lequel on a plus de 300 partenaires qui nous permettent justement de pouvoir toucher un public large. Depuis le début de l'année 2022, on s'est donné un défi supplémentaire. Au début, on allait principalement cibler des personnes qui étaient réfugiées ou demandeuses d'asile. On s'est progressivement élargi sur des personnes qui étaient demandeurs d'emploi au sens large, mais aussi des jeunes décrocheurs. Et depuis début 2022 de cette année, donc, on se focalise sur les personnes qui résident dans les QPV, les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et ça peut sembler être une population très restreinte. C'est près de 400 quartiers. Et ce sont des lieux dans lesquels en fait, les personnes sont difficilement touchées par des associations, par des structures sociales. Vous pouvez avoir des missions locales qui sont présentes et pour autant, c'est très difficile de pouvoir mobiliser des personnes. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est justement de pouvoir aller au-devant de ces personnes, de pouvoir réaliser des formations sur des compétences numériques de base, parce que c'est ce qu'on développe le plus, faire en sorte que ces personnes qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec les outils numériques puissent se former, puissent les utiliser pour pouvoir effectuer l'ensemble des démarches, notamment des démarches administratives, mais aussi pour pouvoir trouver un job. Parce que notre objectif final, c'est de créer des opportunités pour toutes les personnes qui passent par nos formations et de créer des opportunités professionnelles. Voilà. Et cet objectif de réinsertion, il est particulièrement fort, puisque, tu le disais tout à l'heure, on est sur un objectif d'avoir 70% de personnes qui retrouvent un emploi. C'est ce qu'on a réussi à faire, c'est ce qu'on cherche à continuer à faire au quotidien, de manière à ce que ce soit sur les compétences de base ou ensuite pour des personnes qui sont un peu plus aguerries et qui veulent aller travailler dans la tech, on puisse les préparer à ces nouveaux métiers, sachant que, de nouveau, une fois que les gens viennent chez Connexio, ils font partie de ce réseau. Et derrière, ça signifie que, par exemple, utiliser Linked Out, parce que évidemment les gens chez nous utilisent aussi Linked Out, ça fait partie de cet ensemble de choses qui peuvent être réalisées. Merci. Et justement, tu parlais de compétences numériques. Ça rejoint notamment des problématiques que tu as, Marie, dans ta structure. Et justement, un des enjeux, il me semble, au sein de Shérit, c'est au niveau de l'accompagnement de structures associatives qui font partie des publics cibles de Shérit, sur l'appropriation de la tech. Et ça m'intéressait d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet. Oui, exactement. En fait, pour nous, c'est extrêmement important que lorsqu'on va développer des solutions digitales, de ne pas venir aggraver la fracture qui peut se créer et de développer des solutions qui sont vraiment utiles en partant vraiment des besoins des bénéficiaires. Donc nous, on a vraiment deux publics. On a les associations qui sont accélérées, comme Entourage par exemple et Connexio,
Et donc, ces associations, on a à peu près 20% de ce qu'on pourrait qualifier des social tech, même si voilà, ça peut être discutable ce qu'on met dedans, et 80% d'associations qui ont des niveaux digitaux assez différents. Et ces associations-là, c'est exactement ce qu'explique Claire, par exemple. Il peut y avoir aussi, parmi les bénéficiaires, des personnes qui sont plus ou moins sensibles au niveau du digital, et surtout qui ont des usages assez différents. Et c'est un petit peu comme ça qu'on construit le programme. On a entre autres 2 étapes qui sont très importantes. La première étape, c'est lors du cadrage. En fait, on va être très attentif à comprendre les besoins des utilisateurs. Donc il y a nous, les associations qu'on accompagne, et bien sûr celles qui vont utiliser la solution digitale qu'on va accompagner. Et donc ça, c'est une expertise qu'on n'a pas, puisque nous, chez RIT, on va travailler sur tous les objectifs de développement durable. Et donc, on va avoir des projets très différents autour de la santé, autour de l'éducation, par exemple. Et donc, pour nous, ça va être très important de comprendre quels sont les différents besoins pour que, justement, la tech, ce soit un facteur démultiplicateur, mais que ça ne vienne pas créer des barrières. Donc, par exemple, dans les publics qu'on touche, il peut y avoir des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, il y a très peu de solutions digitales qui sont adaptées à des personnes qui sont déficientes visuelles, par exemple, mais c'est qu'un des exemples. Et peut-être pour vous donner un exemple, on a travaillé avec une association qui s'appelle France Victimes et qui voulait aider, entre autres, les femmes victimes de violences conjugales. Et donc, on a mené tout un travail pour essayer de comprendre quels sont les différents freins. Pour vous donner quelques exemples, pourquoi est-ce que très souvent les personnes qui se retrouvent dans ces situations sont dans des situations de déni, et pourquoi par exemple lorsque ces personnes-là prennent conscience de la situation et veulent mener des actions, donc par exemple aller à un commissariat pour porter plainte, leurs plaintes ne sont pas entendues. Une des raisons à ça, c'est que très souvent, ces événements sont espacés dans le temps. Les personnes mettent du temps à s'en rendre compte et lorsqu'elles vont porter plainte, en fait, elles ne se rappellent pas parce que c'est des événements traumatiques. Si l'événement est intervenu le mardi matin ou le mardi soir, et ces éléments-là ne les rendent pas crédibles. Donc on a développé des solutions qui permettaient justement aux personnes de sortir de cette phase de déni et de justement collecter des éléments de manière à ce que lorsqu'elles sont prêtes à aller porter plainte, en fait, elles ont la photo, le SMS, le texto et des éléments intangibles sur lesquels aller. Peut-être un dernier exemple à ça aussi, c'est que cette application, elle pouvait mettre en danger les femmes. Pourquoi ? Parce que si la femme est sur l'application et que la personne violente arrive, la personne, ça peut générer un conflit. Et du coup, il est extrêmement important de créer un cadre de confiance pour la personne, qu'elle puisse cliquer sur un bouton et partir sur un site autre. Donc, on a créé une redirection vers un site de météo pour passer incognito. Mais voilà, c'est quelques exemples de comment est-ce qu'on ne crée pas encore plus de fractures, comment est-ce qu'on ne met pas les personnes en danger. Et ça, c'est extrêmement important. Oui, effectivement. Et pour aller encore plus loin sur la thématique, pour passer à l'échelle, parce que c'est un sujet, le passage à l'échelle justement des social tech et des projets d'inclusion sociale par le numérique, c'est important d'identifier des idées reçues qui pourraient exister autour des modèles construits. La social tech connaît beaucoup de ces idées reçues et j'aurais aimé en mentionner 3. La première idée reçue, celle de dire que les social tech ne parviennent pas à constituer de business model pérenne et s'isolent dans des schémas non réplicables. Alors Jean-Christophe, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Connexio, par exemple, est parvenu à lancer plus de 300 promotions différentes et plus de 100 000 heures de formation livrées avec des objectifs de déploiement croissants ? En fait, c'est 3 éléments clés. Le premier, ce sont les entreprises qui nous soutiennent au quotidien, qui nous ont permis justement de faire ce passage à l'échelle, avec des pouvoirs publics, bien entendu, qui apportent aussi leur soutien. Ce passage à l'échelle, chez nous, ça signifie quoi ? Ça signifie que en 2020, on avait formé environ 800 personnes, 2021, un peu plus de 1200. Cette année, on prévoit d'en former 1600 à 1700. Voilà. Et pour réussir à faire ça, on est présent sur plusieurs territoires. On s'est installé à Bordeaux et plus largement dans la Gironde. On s'est installé à Lille, Roubaix, Tourcoing. Et à chaque fois, on se fonde sur une chose, c'est qu'on a des programmes qui sont adaptables partout. C'est-à-dire que ça répond, nos programmes, ils ont été pensés pour pouvoir fonctionner n'importe où en France. Et même, parce qu'on a aussi des actions sur le continent africain et au Proche-Orient, faire en sorte de pouvoir réaliser ces actions à l'étranger. Par ailleurs, l'idée, ça a été véritablement de se dire, faire en sorte que dans un groupe de formation, parce que nos formations, c'est pour des personnes qui ne maîtrisent pas bien les outils numériques, donc souvent c'est en présentiel. Qui dit présentiel dit a priori difficulté de monter très haut et d'atteindre beaucoup de personnes.
sauf si on développe beaucoup l'aide entre pairs, et donc faire en sorte que dans un groupe, on ne va pas être sur 6 personnes. Nos groupes de formation, c'est plutôt 10 personnes, voire 15 personnes, et ça ne pose pas de grandes difficultés, parce qu'on fait en sorte que les personnes apprennent à s'entraider et ainsi à pouvoir démultiplier nos actions. Voilà, ça c'est vraiment un des éléments clés. Enfin, autre chose qui est importante, c'est nos équipes. On arrive à pouvoir fédérer autour de nous des personnes qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de se dire, voilà, aujourd'hui on a atteint quelques centaines de personnes, faisant en sorte de passer directement à un millier. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, c'est un peu ce qu'on veut faire avec ces quartiers prioritaires de la ville. Merci beaucoup. Et deuxième idée reçue, on ne peut pas mêler tech et impact social. Bon, je précise bien idée reçue, parce que je ne veux pas être mêlé de impacto-sceptisme, je ne sais pas si ça existe. Marie, notamment, la tech ne pourrait-elle pas permettre à l'humain de décupler son impact si celle-ci était correctement identifiée, mobilisée et financée? Et comment évaluer cet impact lorsqu'on applique de la tech à du social? Effectivement, ça me paraît essentiel de mettre beaucoup plus de tech dans le milieu associatif. Aujourd'hui, on voit que les problèmes se multiplient et en fait, on a de plus en plus d'entrepreneurs sociaux qui arrivent à résoudre des problématiques à une certaine échelle et il y a un vrai besoin de passage à l'échelle. Vous êtes toujours de très bons exemples pour ça. Et pourquoi c'est extrêmement important? Pourquoi les associations en particulier? C'est que les associations, elles adressent des problématiques sociales et environnementales qui n'ont pas de business model. Il n'y aura pas de business model pour les violences conjugales. Il n'y aura pas de business model pour l'extrême pauvreté. Et aujourd'hui, les associations arrivent à résoudre des problématiques qui sont extrêmement importantes. Et si demain, elles n'arrivent plus à les résoudre, les problèmes se multiplieront encore plus. Donc, c'est extrêmement important de réussir à les accompagner sur ce sujet-là. J'ai perdu mon idée que je voulais développer après. Excusez-moi. Oui, pardon. Et donc chez Charit, on s'est vraiment posé en s'interrogeant sur quels étaient les freins pour qu'il y ait plus de tech dans le monde de l'impact. Et donc il y a un premier frein qui est culturel, où il n'y a pas forcément suffisamment de références positives de la tech. Il peut y avoir aussi parfois des conflits de valeurs entre l'impact et entre la tech. Il y a bien sûr des freins d'expertise. Quand on est une start-up, c'est déjà très difficile de recruter des chefs de projet, des développeurs, mais quand on est une association, c'est encore plus difficile. Et enfin, il y a des freins financiers. Aujourd'hui, le monde du financement associatif, qui est principalement par des fondations et des donateurs, il est sur des projets dits un peu sexy, un peu innovants. Et du coup, il faut toujours apporter cette brique-là. Et dès qu'on doit financer de la maintenance, c'est moins sexy et du coup, c'est moins finançable. Et donc, il y a un vrai changement de paradigme à opérer pour que justement, il y ait des projets qui puissent être financés sur du long cours et que ce soit vraiment durable et pérenne et que les choses puissent changer vraiment dans la durée. Et peut-être le dernier mot sur les indicateurs. Le sujet est vaste. La mesure d'impact, c'est quelque chose de très fréquent dans le monde associatif, mais la logique du secteur classique qui voudrait trouver des indicateurs communs ou avoir une importance sur le nombre de zéro n'est pas possible. Comment est-ce qu'on valorise le travail d'aider des femmes victimes de violences conjugales à sortir de ce cycle des violences? Comment est-ce qu'on aide des personnes en grande précarité à sortir de la rue de manière pérenne? C'est des choses sur lesquelles on peut mettre des indicateurs, mais ce n'est pas suffisant et il faut aussi un peu regarder ces indicateurs de manière différente. Et la troisième et dernière idée reçue, les publics cibles sont par nature sous-digitalisés. Et donc Claire, es-tu alignée avec cette idée? Quelque chose me dit que pas vraiment, mais... Non, c'est une idée reçue, effectivement. Ça, c'était aussi une idée qu'on a bien déconstruite chez Entourage en se disant, voilà, nous, on veut faire une app pour que le bénéficiaire final, entre guillemets, ce soit les personnes de la rue. Et nous-mêmes, on avait sous-estimé le niveau de digitalisation. Et en plus, parce qu'on avait sans doute nous-mêmes péché par préjugés, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en se disant, voilà, on a un peu l'image d'Épinal, qui est le SDF, c'est la personne extrêmement marginalisée et tout. Mais aujourd'hui, la sociologie des personnes en très grande précarité, elle a énormément changé. Il y a des familles, il y a des jeunes, la moitié des personnes sont des migrants qui sont arrivés il y a moins de 10 ans. Donc ça a énormément changé. Et donc le taux d'équipement est énorme. Et autre élément hyper important, ils sont extrêmement sensibles à l'UX. Même, en fait, ça doit être simple au possible, à l'extrême, pour que les outils soient facilement actionnables. Et c'est un peu ça le paradoxe. Et pour aujourd'hui, nous, les assos qui nous battons pour des enjeux socio-environnementaux, c'est compliqué d'arriver à financer cette UX et cette UI qui doit être absolument parfaite. Et on sait à quel point c'est dur de faire simple. Vous êtes tous bien placés pour le savoir. Donc, hyper sensible,
beaucoup plus digitalisé qu'on le pensait, en tout cas pour notre sujet à nous, très sensible à l'UX. Nous aussi, dans la démarche d'intégration des publics là qu'on racontait tout à l'heure, on a dans notre gouvernance un comité de la rue, donc qui est composé de personnes ayant vécu à la rue ou y étant encore actuellement. Ils ont un pouvoir de décision, ils se réunissent tous les 15 jours, c'est vraiment une structure formelle de notre association. Ils nous aident à développer toutes les fonctionnalités, ils nous aident à concevoir toutes nos campagnes de communication, ils font même passer les recrutements, là depuis un mois, on les a aussi impliqués maintenant dans le process de recrutement. Et donc ça nous met des garde-fous hyper importants sur le respect des données privées, les fausses bonnes idées que parfois on peut avoir, parce que nous on n'a jamais vécu dans la rue, on ne peut pas savoir mieux qu'eux de ce dont ils ont besoin. Et puis notre fierté un peu dans l'app Entourage et avec la plateforme LinkedOut, c'est de dire c'est pas parce qu'on est une asso de loi 1901 qu'on peut pas faire jeu égal avec Back Market et les autres. Nous aussi, on a envie d'avoir une tech sexy qui est pas obsolète, qui envoie du lourd et que nos utilisateurs ils soient contents. Et donc là, on a lancé une campagne d'interpellation il y a quelques mois parce que tout le monde parlait du Web 3, 4, je sais pas quoi, le métaverse et tout. Et donc on s'est dit, il n'y a pas de raison, on va y aller aussi. Et donc on a créé la première personne SDF du métaverse, qui s'appelle Will, que vous pourrez retrouver. Et donc on l'a lancé pendant la campagne présidentielle pour interpeller les candidats en disant, juste on ne parle pas de grande précarité pendant cette campagne qui est un peu anesthésiée, quoi. Et donc on a fait en sorte que Will aille devant le QG de En Marche, enfin le QG virtuel de En Marche, dans le métaverse. Voilà. Donc c'est aussi une façon de dire on occupe l'espace et on est aussi à la pointe, même si l'idée c'est justement de dénoncer tout l'argent investi dans un monde virtuel qui n'a aucun impact et qui isole et qui déshumanise, et que nous on veut vraiment se recentrer sur une tech qui s'efface au moment de l'humain, quoi. Un exemple très concret justement contre ces idées reçues et qu'effectivement c'est pas parce qu'on agit sur du social et sur de l'humain qu'on peut pas avoir une tech développée et qui soit justement adaptée, notamment en UX, en UI et puis même dans le parcours au public visé pour passer à l'échelle, parce que c'est tout le sujet aussi du déploiement des sujets d'impact. En mot de conclusion, il nous reste à peu près 1 minute par personne. Je vais vous demander justement, est-ce que vous auriez un message à faire passer sur ce sujet de la social tech, sur l'inclusion sociale par le numérique ou sur l'inclusion numérique. Enfin voilà, si vous aviez un dernier mot à nous livrer. Oui, on a besoin de vous. C'est l'élément clé. En fait, vous êtes des entrepreneurs, vous avez créé des entreprises, vous développez des entreprises. Et en fait, nous, chez Connexio, on va former des personnes qui, demain, vont pouvoir travailler dans la tech. On forme des développeurs web et web mobile, on forme des techniciens système et réseau. Et ce sont des personnes qui n'ont pas des profils simples à recruter. Voilà. Et on a besoin d'avoir des personnes qui croient en eux, qui leur donnent leur chance. Parce qu'évidemment, ce n'est pas parce qu'une personne sort d'une social tech que la personne est meilleure que les autres. En revanche, il faut lui donner sa chance pour la première fois. Trop souvent, on voit des entreprises qui demandent des personnes qui ont des bac plus 5. Chez nous, ils sortent avec un équivalent de bac plus 2. Et en plus de ça, c'est un titre professionnel, ce n'est pas un diplôme. Donc voilà, on a besoin d'avoir ce soutien d'entreprise qui recrute des personnes. On a besoin de vous, on y croit très fortement, parce que voilà, l'union, ça fait un impact. Et venez recruter les personnes de chez Connexio. Croyez-moi, et ils ont une grande particularité. Ils sont quand même bons techniquement, on fait tout pour. Mais en plus de ça, ils ont une vraie loyauté vis-à-vis de leur employeur. Et ça fait toute la différence. Hier, on a SC4U qui a recruté 2 de nos apprenants en dev web. Et je pense qu'ils ne vont pas le regretter. Merci. Moi, mon message, ce serait de dire que si on a envie de voir des projets comme Connexio, comme LinkedOut, Entourage émerger encore plus, pareil, on a besoin de vous. Vous voyez aujourd'hui beaucoup d'entre vous mentorent des projets, des startups tech à impact, ou pas toujours d'ailleurs. Et nous, c'est exactement ce dont il y a besoin. On s'est aperçu qu'un des éléments extrêmement clés dans l'accompagnement et dans l'émergence et dans le passage à l'échelle de ces solutions, c'est le fait d'avoir des personnes qui ont votre expertise, qui ont monté des boîtes, que ce soit une expertise plutôt CEO ou plutôt CTO, et d'accompagner en tout cas ces entrepreneurs à développer, à trouver des solutions ingénieuses, à se poser les bonnes questions, c'est extrêmement important. Donc voilà, c'est très important de continuer à s'investir dans les startups à impact, mais le monde associatif a aussi besoin de talents comme les vôtres pour nous aider tout simplement à nous développer et à éprouver des solutions à plus grande échelle. Et moi aussi, mon message, c'est d'interpeller la salle. Pour tous les pirates qui sont là, qui aiment aussi un peu hacker les choses, agir de façon décalée, qui croient dans une tech engagée, on recherche des partenaires financiers,
Je vous le donne en mille. On recherche des partenaires aussi en mécénat de compétences, donc sur tous les sujets un peu marketing, CRM, UX, UI, comme on disait tout à l'heure, aidez-nous à rendre notre app et nos produits sexy. Et puis, on a aussi lancé avec notre asso, on a eu des opportunités un peu dingues de se lancer dans le monde du sponsoring sportif, puisqu'on a été contacté par une entreprise de cybersécurité du nord de la France qui s'appelle Advance, qui nous a offert la visibilité sur un voilier du Vendée Globe, donc le voilier Linked Out, qui a fait le Vendée Globe 2020. On est arrivé 6e. On fait la route du Rhum cette année, on refait le Vendée Globe 2024. On adore cette façon d'interpeller le grand public un peu innovante, de se mettre sur d'autres secteurs. À la suite du Vendée Globe, on a un club de foot qui nous a contacté, le Red Star de Saint-Ouen. Donc maintenant, on est sponsor du Red Star de Saint-Ouen jusqu'en 2024. On va faire les JO avec eux et tout ça. Donc si vous avez des idées un peu farfelues, un peu folles, nous, on adore les coups. Donc venez nous voir et voilà, on trouvera des façons de s'amuser ensemble. Merci beaucoup. Merci.